Est-ce que Dieu a la réponse? Je ne cherche pas de réponse, monsieur. Désolé, non. Excusez-moi. Non, vous excusez pas, je vais à l'église, c'est juste que... J'y suis pas allé récemment. Je croyais que vous avoir derrière moi avec ce classeur plein de plans, avec des armes de ce genre, c'était juste histoire d'être paré à tout, que c'était pour impressionner, et pour que le monde tourne rond. En voyant qu'on est prêt à réagir, personne ne commence une guerre nucléaire. C'est ça l'idée. Vous l'avez dit vous-même. C'est du délire. Pourtant, quelqu'un a tiré. Donc tout ça n'a pas de sens. Sauf si c'était une erreur. Mais le génie est sorti de la lampe. Si on ne fait rien, les méchants verront qu'ils s'en tirent sans dommage. J'ai écouté un podcast où le gars a dit qu'on a construit une maison remplie de dynamite. Avec toutes ces bombes, ces plans d'attaque, les murs sont prêts à s'effondrer. Mais nous, on vit toujours dedans. Au cas où vous voudriez riposter, monsieur. Attaque massive numéro 7 ou numéro 9. Pour en finir. Une fois pour toutes. C'est la meilleure chance qu'au moins certains de nous survivent. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'horaire d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah, nom de Dieu de bordel de merde. Ah, tu me rends dingue. Tu m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Prost. Ah, ton cul. C'est mon génie. Cinema is the only art that kills what it's trying to preserve. Choice. How would you define kill from a previous scene? Anesthetize it, inject it with drugs that make it freeze and be inanimate and be controllable. It's because they don't understand that it's not necessary. The low-budget people, Irvin Kershner and John Cassavetes and all those people taught us that if you capture what's alive, that's more beautiful than if you capture what's dead. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Et merci à vous de nous écouter. On va revenir aujourd'hui, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une émission finalement, sur le cinéma américain notamment, puisque la sortie du Paul Thomas Anderson ou du Catherine Bigelow ont fait beaucoup parler et tout le monde attendait qu'on dise enfin ce qu'on en pense. La France entière. Voilà, exactement. On reviendra, si on a le temps, sur certains films français quand même qui sont sortis aussi dernièrement. On espère pouvoir revenir prochainement sur d'autres sorties rapidement. Le Paul Thomas Anderson, moi je pense démarrer par ça en fait. Donc c'était une bataille après l'autre avec DiCaprio et puis Chase Infinity, Benicio Del Benicio Toro. surtout, qui est super. Non mais qui a joui d'une réception dithyrambique. C'était le film de la décennie, grosso modo, c'était le film à voir absolument. Et nous, on enregistre l'émission justement plusieurs semaines après. Je trouve ça très intéressant d'enregistrer l'émission plusieurs semaines après. Qu'est-ce qu'il en reste finalement après cette réception critique qui a été terrible, en disant que voilà, sur les réseaux, c'était... tu me diras ce que tu en penses, toi, en tant que
président, directeur. On est en train d'enregistrer l'émission dans les bureaux, du directeur de l'Arvor, le plus grand cinéma de France. Voilà. Cigare, couple de coke, voilà. Il y a tout. Mais par contre, il n'y a pas une seule affiche de film dans ton bureau. C'est terrifiant. Comment choisir? C'est vraiment, on est en train d'enregistrer dans une situation, moi je me sens un petit peu pas à l'aise. C'est trop propre, trop blanc, trop... J'ai l'impression d'être dans une chambre d'hôpital. Il y a plein de post-it quand même, avec plein de trucs. Il y a beaucoup trop de post-it partout là. Mais bref, ça va pas. L'ambiance autour de nous n'est pas la meilleure. Mais on a vu tous les deux le film de Pithier. Et évidemment, aucun de nous deux, et toi y compris, quand je dis aucun de nous deux, c'est toi compris, ne pourra dire que c'est de la merde. Non, c'est pas possible. Il est impossible de dire que le film de Pithier, Une bataille après l'autre, est mauvais. Ce n'est pas mauvais, à aucun moment. Mais c'est pas loin de 3 heures de cinéma. Et je sais que j'ai vécu une situation particulière. Antonin étant président, directeur, général, génial de l'Arvor. CEO. Et il avait prévu une séance pour moi qui a pas pu avoir lieu. Les impondérables techniques. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a repoussé cette émission et j'ai pu assister quand même à une projection spéciale du film de Pithier pour vous en parler, pour qu'on en parle ensemble avec Antonin. Et j'ai été très déçu. Le film est assez formidable en termes de mise en scène. Honnêtement, moi je suis convaincu que ce type est un grand metteur en scène, qu'il est capable de faire des choses merveilleuses, mais que c'est un homme perdu, que c'est un homme qui a besoin sans doute d'avoir des convictions, et il manque de convictions, et donc je reviendrai pas sur les conflits politiques qui ont pu avoir lieu sur le film, mais honnêtement, en voyant le film, tu te dis le bonhomme n'a aucune conviction politique et ça ne l'intéresse pas, et très bien, moi ça me pose aucun problème que ce type n'ait aucune conviction politique en fait, et qu'il fasse du cinéma. Et donc on voit du cinéma, et en effet c'est un type qui est doué pour le cinéma d'action, et je suis ravi de voir que le type Paul Thomas Anderson soit capable en effet de mettre en scène de vraies séquences d'action. Pour revenir rapidement quand même sur l'objet, on voit pendant une première partie des gens s'écharper et se distraire sur des conflits justement politiques ou guerriers, et puis disparaître, et essayer de disparaître en tout cas. Et puis une deuxième partie où l'enfante de ce couple qui se brouillait un peu la gueule, essayer de fuir. Et là, voilà, plusieurs conflits, mais qui honnêtement ne servent pas à grand chose. Enfin, tu me dis Antonin, si à un moment tu n'es pas d'accord avec moi, mais qui ne servent pas à grand chose, mais qui servent surtout en termes, pour Paul Thomas Anderson, à mettre en scène une grande course-poursuite qui m'a fait penser en fait à une course-poursuite de James Cameron. Très franchement, le film m'a fait penser à Terminator 2. En termes de construction dramatique, avec différents acmés, plusieurs acmés, 3 acmés, tu vois, et puis vraiment la course poursuite, surtout sur la route, voilà, qu'on disait novatrice. Non, moi ça me fait penser beaucoup à du James Cameron, mais du bon James Cameron, bien digéré en fait. C'est-à-dire que j'ai pris du plaisir pendant le film dure 2h40, donc la deuxième partie c'est au moins 1h30. Avec une longue course-poursuite, avec des surprises, avec des personnages qui apparaissent, qui disparaissent.
Et c'était très efficace. Le gros problème que j'ai eu, en fait, c'est avec la réception du film qui me le présentait comme le chef-d'œuvre des 10 dernières années, le grand film de l'année. Bah écoute, t'es pas d'accord, je vais te laisser la parole juste après. Du coup, je finis, j'en ai pour 30 secondes. Moi, j'ai vraiment été entraîné par cette dernière partie en termes de films d'action. Voilà, Paul Thomas Anderson est très compétent pour faire ce cinéma d'action et m'entraîner. Et là, pour le coup, j'étais vraiment en tant que spectateur entraîné par ce film. J'étais très gêné très gêné. J'étais embarrassé en tout cas par la position qu'il pouvait avoir. Je ne comprenais pas la position, mais ça ne m'a pas freiné en tout cas dans mon entrain de spectateur. Et je comprends tout à fait en fait tous les spectateurs qui ont pu dire qu'ils trouvaient le film merveilleux. Vraiment, on en reparle du coup plusieurs semaines plus tard. Et on en a parlé avec des camarades à nous, notamment notre intérimaire Jules Topoc, qui a trouvé le film génial. Je comprends tout à fait en fait ce comportement. Le résultat, l'efficacité du film, moi, me satisfait totalement en fait. Mais j'ai beaucoup de mal j'ai préféré par exemple le Dington de Harry Astor en termes de représentation du marasme politique, de ce que les États-Unis représentent aujourd'hui en fait, de ce que le monde représente aujourd'hui. Le Harry Astor Eddington, pour moi, représentait beaucoup plus le monde contemporain que ce film-là, qui avait quelque chose en fait pas d'intemporel, parce que en fait il est il correspond pas tellement à une mythologie ou autre chose. Je sais pas très bien à quoi il correspond, à quoi il se rattache, mis à part à une mouvance extrémiste, des extrémismes en fait, mais qui me parle pas particulièrement. Oui. Après, moi, je serais pas honnêtement plus précis en tout cas sur ce film, moi qui m'intéresse de toute façon évidemment beaucoup, comme tous les films de Pitié, sauf que je suis pas vraiment très convaincu par son cinéma de manière générale, mais par contre c'est vraiment typiquement le genre de cinéaste dont je vais voir tous les films parce que ça m'intéresse, mais je trouve qu'il y a toujours un côté un petit peu disproportionné entre la forme et puis ce que le film raconte, et que je trouve qu'il y a toujours dans ces films des points aveugles qui m'étonnent. Moi je sais que Licorice Pizza, moi c'est un film que je trouve assez hallucinant, que je trouve unanimement reçu comme quelque chose d'assez léger, mais moi je me dis c'est quand même le portrait d'une relation toxique qui ne dit pas vraiment son nom. Enfin moi c'est un peu ce que je vois dans le film, qui est un peu un des grands sujets aussi de Paul Thomas Anderson, des relations un peu toxiques. Ce qu'il vit lui personnellement, a priori. Ce qu'il vit lui, tu veux dire dans sa vie personnelle en fait. Bon, après tu vois, ça a été le conjoint de Fiona Apple. Oui. Ouais. Elle a évoqué les problèmes qu'elle a pu avoir. En tout cas, bon, moi, qu'importe sa vie, en tout cas, moi, je trouve que ça se ressent. Mais ceci dit, on disait souvent que, de toute façon, au tout début de Paul Thomas Anderson, c'était aussi quelqu'un qui a eu, il est typiquement la génération, la même que Tarantino, avec des gens qui ont vraiment œuvré à l'ombre des pairs, quoi. Et c'est vrai que chez Pitié, c'était vraiment ça, quoi. Il y a eu les ombres tutélaires de Robert Altman, l'ombre tutélaire de Scorsese, qui est très présente sur Boogie Nights, par exemple. Mais vraiment, on avait l'impression que le gars, effectivement, il a un côté très génie de la mise en scène, où on sent que les films se tiennent vraiment plastiquement, ils sont toujours relativement efficaces, mais à un moment, tu te dis, mais vis ta vie, mon bonhomme, quoi. Enfin, trouve ta voie. Moi, j'ai l'impression que, au fur et à mesure, normal, il vieillit, il y a un truc où sa voix, non pas qu'il l'ait spécialement trouvée, ou éventuellement, peut-être pour les admirateurs, ils vont
même moi, après, je vois que oui, il y a quand même une patte Pitié, mais il y a quand même cette disproportion, je la trouve toujours. Et c'est vrai que moi, dans tous les films, je sais qu'un film qui est beaucoup aimé, moi, Zero Will Be Blood, moi, je me dis toujours, c'est vraiment la limousine avec le moteur de 2 chevaux, typiquement, le film qui se donne des atours de chef-d'œuvre, où je trouve que, pareil, politiquement, ça va pas très loin. Dans la métaphore est un peu balourde au début. Je reconnais vraiment un talent pour vraiment poser des idées et tout ça, et puis les incarner plastiquement, mais qu'au final, il n'arrive pas à les travailler de façon dialectique, de façon un peu plus complexe, quoi. Là, moi, je pense que c'est aussi un film un peu particulier dans sa filmo, c'est-à-dire que c'est quand même son film probablement le plus cher, le film avec une star qui est vraiment la star qui peut mobiliser un gros budget. Et effectivement, la comparaison que tu fais avec Terminator 2, j'y avais pas pensé, mais je pense que il y a vraiment de ça, en fait, parce qu'il y a un aspect vraiment blockbuster. Moi, je me dis toujours, voilà, qu'est-ce que c'est dans l'idéal du blockbuster, c'est Terminator 2. Dans le style course-poursuite, action non-stop et tout ça. Là, il y a un peu de ça. Et au final, on pourrait, si on voulait vraiment creuser et aller plus loin, y trouver aussi des résonances aussi politiques, parce que dans Terminator 2, il y a aussi cette idée de groupement armé qui opère une sorte de résistance. Il y a aussi cette idée d'une femme qui est vraiment l'incarnation de la résistance, qui est Sarah Connor dans Terminator 2. Bon, moi, le film, pareil que toi, mais en tout cas, je trouve que le film, il est assez imparable sur ce plan du spectacle, donc de l'aspect vraiment blockbuster, c'est-à-dire que c'est un non-stop action movie, quoi. Enfin, ça n'arrête jamais, c'est une longue course-poursuite de 2h40. Au tout début, la première demi-heure, qui n'est pas une course-poursuite, c'est tellement ramassé, efficace, ou même pas efficace, c'est pas vraiment le terme, mais il y a vraiment une volonté de raconter de la façon la plus dynamique possible, de ramasser des événements, et c'est assez brillant, quoi, à quel point il te pose des personnages, des situations, et voilà. Mais ça, c'est une demi-heure de film, puis après il doit y avoir 20 minutes de latence, et puis après la course-poursuite commence, quoi, en fait, quoi. Et c'est vraiment ce truc-là. Moi, je suis complètement d'accord avec toi sur la pauvreté politique un peu ressentie du truc, quoi, enfin dans mon ressenti, où je me dis c'est daté. C'est un décorum, le politique, en fait, dans le film est un décorum. Il y a un peu de je pense que tu as un truc un peu décorum, mais ceci dit, en même temps, ça m'a quand même un peu interpellé à quel point le film, chose qui est assez rare dans le cadre du cinéma américain, valorise, même si c'est pas tout à fait le cas, totalement le cas, ou rend sexy le militantisme armé, en fait, le militantisme violent du groupe des French 75 ou je sais plus quoi au tout début, le groupement armé. Donc c'est-à-dire vraiment une branche politique plutôt proche extrême gauche, et puis vraiment proche du terrorisme, hein, tout à fait. Et ça, je me dis putain, c'est quand même assez fou de le valoriser à ce point-là, ou de le rendre un peu sexy. Et parce que Fred, en général, les films de gauche américains, il y a pas vraiment ça. On opère au sein même du système quelque part, quoi. Et on n'opère pas en parallèle, ou c'est très rare. On avait consacré un peu une émission là-dessus. Les films qui se consacrent à des groupements dissidents socialistes ou d'extrême gauche et tout ça, c'est plutôt assez rare. Mais ceci dit, le caractère sexy, moi, je regarde le film, je prends du plaisir, et je me dis c'est encore un film de Paul Thomas Anderson où il va pas m'en rester grand chose, parce que au final il y a rien qui m'accroche, où je me dis tiens, il y a un truc qui gratte, quoi. Je me dis tiens, ça glisse, c'est formellement somptueux, ça m'emporte, dans ceux en tout cas que je préfère de Paul Thomas Anderson, ça m'emporte, mais voilà. Mais le côté, je sais que j'ai lu quelques textes là-dessus sur le caractère sexy du truc. Ça, c'est un truc que je ne m'explique pas, que je trouve vraiment très étonnant comme idée, qui vient peut-être de Thomas Pynchon, dont le film est adapté, qui a ce caractère vraiment très sexuel du film, surtout dans sa première partie, hein, le côté du personnage du bad guy incarné par Sean Penn, qui se fait mettre en érection par l'égérie, qui est une sorte
sorte d'icône totale de passionnariat gauchiste, militante et activiste. De mettre le film sur un terrain sexuel aussi rapidement, je me dis tiens, c'est une drôle d'idée, ça vient peut-être de Pynchon, c'est assez opérant en termes spectaculaires parce que en fait ça mobilise en fait ce truc du désir ou qui fait que en tant que spectateur on est happé. Pour moi ça crée des images hyper fortes parce que le personnage de Perfidia Beverly Hills, là, c'est juste un personnage, tu te dis mais c'est hallucinant quoi. Enfin, il est hyper iconique. Dans une moindre mesure, sa fille aussi, qui devient l'enjeu du film parce qu'elle se fait enlever, est aussi assez iconique quelque part dans la façon dont il la filme. Il y a une sorte en tout cas, c'est les deux personnages qui sont regardés de loin comme des sortes de statures. Là-dessus, en fait, il y a encore même plein de choses à dire. Ce que tu dis, lui, c'est vraiment, Pitié, c'est vraiment le cinéaste de la masculinité, quoi. Enfin, c'est même presque pas pour rien que il la remet en question, en tout cas. Il la remet en question, mais c'est vrai que c'est très étrange et ce serait un film à revoir même aujourd'hui. Magnolia, tu dis, le Tom Cruise dans Magnolia, c'est vraiment les masculinistes, quoi, qui aujourd'hui occupent un peu un terrain assez important culturellement. Oui, il y a déjà ça dans Magnolia qui date fin 90, début 2000. 99. Et là, tu dis, oui, il y a vraiment ça, quoi. Mais ceci dit, dans son cinéma, le point de vue, de toute façon, il est masculin, il ne s'intéresse qu'aux hommes principalement. Je n'ai vu que Alors, Magnolia, il a plusieurs personnages. Justement, il y a plusieurs personnages, mais c'est que des mecs. Non, il y a Jennifer Moore. Julianne Moore, oui, tout à fait. Voilà, je te laisse finir et je reprendrai après pour... Mais après, je balance des idées éparses parce que je me dis, le film est à la fois, moi, me pose pas mal de questions parce que je me dis, au sortir du film, clairement, je me suis dit, je l'aurais oublié. Et en fait, après, et j'ai pas du tout eu l'occasion d'aller le revoir, mais je veux dire, quand même, les images de la nana avec le ventre enceinte qui tire à la mitrailleuse, je me dis, oh, putain, s'il y a vraiment que le cinéma américain qui peut produire des images aussi iconiques, fortes, c'est presque, même pas, j'ai envie de dire comic book, même si même dans le comic book il y a pas cette image là parce que c'est une image qui est saugrenue vraiment et qui trouve pas sa place dans un réservoir iconique de films de super-héros, mais en fait il y a ça, il y a ce truc très iconisant ou je sais pas quoi là, de créer du désir sur des figures vraiment très activistes, voilà, et en même temps le film est plutôt quand même un mood plutôt très comique aussi, quoi. C'est-à-dire que le personnage de Caprio est clairement une sorte de mec un peu de stoner. Voilà, c'est un truc un peu un mec qui est sous drogue. Le film a cette caractéristique aussi d'être constamment un peu halluciné, un peu comme ce qu'il avait pu faire dans Inherent Vice que j'avais détesté, que j'ai essayé de revoir, qui est mieux que dans mes souvenirs, mais quand même un peu chiant, donc je suis pas allé jusqu'au bout. Mais il est assez fort pour créer une sorte de est-ce que t'es frère Cohen, Lebowski en fait, voilà. Ouais, il y a un peu de ça, mais je pense que ça, moi je suis pas du tout. D'ailleurs, j'ai jamais lu aucun Thomas Pynchon, mais je pense que ça peut sûrement être une référence. En tout cas, ça doit obéir à un courant littéraire dont se sont inspirés les Cohen aussi pour faire leur film. Mais clairement, il y a cette idée de mettre côte à côte des cultures, des visions, des façons de penser, que ça soit les alt-right américains, les gauchistes, les hippies, machin, et puis de les faire se croiser, et que des gens qui parlent la même langue mais absolument pas le même langage, et de créer un peu des situations absurdes avec ça. Je pense que ça, c'est un truc qu'il y a dans The Big Lebowski, qu'on va retrouver ici. Il y a une vraie joie, toute la séquence avec Del Toro, avec les wetbacks là, c'est hallucinant, leur organisation. Tu dis, il y a des chocs culturels, même le fait Leonardo DiCaprio qui arrive, qui essaye de parler le même langage que Perfidia Beverly Hills, mais qui n'arrive pas vraiment, qui est un petit peu en dessous. Ça crée de l'humour avec ça. Ça, c'est assez drôle et intéressant. Ça crée, ça participe du dynamisme et de la séduction du film. Mais c'est vrai que politiquement, je me dis où le film se place.
Bon, effectivement, ouais, ce understate, là, ou je sais pas quoi, là, de la alt-right, là, les tarés que veut absolument intégrer Sean Penn, bah oui, c'est intéressant et on sait que ça peut correspondre à un vrai complot, entre guillemets, de gens qui veulent vraiment cette fascisation de la société. Mais bon, en tout cas, je me dis, le film est perdu, en fait, je pense, entre la volonté de créer du désir pour l'envie de faire la révolution, de créer des figures désirables de la révolution, la volonté aussi d'en faire un petit peu de l'humour, de se moquer un petit peu du folklore, enfin de la scène du mot de passe et tout ça, de Caprio, il y a un peu de ça, et aussi, et du coup, je trouve que le film ne déploie pas vraiment déploie pas vraiment la dialectique entre les deux, quoi. J'arrive pas à voir vraiment j'ai envie de le revoir, donc peut-être que je changerai d'avis quand je le reverrai, mais je me dis ça va me faire comme souvent avec les films de pitié, je me dis oh putain, c'est quand même des films de gamins où tout ça se passe dans sa tête et c'est un gamin qui joue avec son train électrique, il est très content. J'ai grosso modo, je vais faire court, hein, mais les mêmes sentiments que toi par rapport à Pétillet, au fait que de toute façon, et là le problème est qu'il s'intéresse en fait à un sujet politique ou à un sujet culturel en tout cas, alors que finalement en fait son vrai grand problème c'est un problème psychologique. Pétillet visiblement a un côté psychotique, en tout cas s'intéresse à des personnages psychotiques, et Thomas Pynchon Pinchot, en effet, comme toi, j'en ai jamais lu en fait. Par contre, moi, pour m'intéresser un petit peu au sujet, j'avais relu un petit livre que je conseille à tout le monde, enfin, pas à tout le monde justement. C'est là où je voulais en revenir. Mais suite à ce film, en me disant, bah écoute, c'est vraiment pas son sujet la politique, ni l'écologie, ni l'écoterrorisme, ni le militarisme en fait. Le Pétillet, c'est pas son problème en fait. C'est pas ça qui l'intéresse. Tant mieux, il fait du cinéma en fait, il fait autre chose. Le problème en effet, c'est que là d'un coup, il rentrait dans un créneau qui était monopolisé par plein de gens de tous les bords et que chacun de quelque bord qu'il soit allait forcément reprendre le machin. Là d'un coup, il fait du cinéma, il est efficace. Tant mieux pour lui, tant mieux pour les spectateurs qui l'apprécient. Mais moi, je m'étais remis à lire un bouquin et je le conseille à tout le monde, sauf ceux qui auraient tendance peut-être à avoir envie de péter des SUV. C'était Comment saboter un pipeline, qui avait été adapté au cinéma en fait il y a 2-3 ans. Donc c'était 2022-2023. Hein, le film est sorti l'année dernière. En France, mais oui, bon, en France. Voilà. Toujours un train de retard la France. Mais c'est pas tellement le film que j'invite les gens à voir, parce que le film n'était pas réussi par rapport au bouquin. Le bouquin, et c'était Andreas Malm qui l'avait écrit, c'est sorti en France, hein, c'était traduit, et Comment saboter un pipeline. Et c'est assez fascinant, mais par contre, en effet, j'émets de grosses réserves pour des gens qui pourraient avoir tendance à avoir envie de juste faire un petit effort pour que le pays aille mieux, que le monde aille mieux, parce qu'au bout de 30 pages, tu as envie de foutre en l'air tous les SUV que tu croises. Le bouquin est rempli d'arguments merveilleux, en fait, pour te donner envie de foutre en l'air, en fait, tous ces gens qui foutent en l'air le monde. Mais c'est l'intérêt aussi de ce film, c'est de m'avoir donné envie, ce bouquin que j'avais sous le coude depuis très longtemps, en fait, de le relire. Et rien que pour ça, en fait, et en me rendant compte que Pétillet, c'est pas son sujet. Clairement, de toute façon, il est au-delà de ça, parce que lui, il m'a fait penser plutôt à un Wes Anderson, tu vois, ou à un cinéaste de ce genre qui est d'un cinéaste.
un peu sous cloche, quoi. Sous cloche, même si là, en effet, on a affaire à un cinéaste qui nous propose un grand cinéma d'action. Moi, j'avais envie qu'il fasse un remake de Speed. Ouais. Mais en fait, il y a de ça, mais je pense que c'est presque peut-être le sujet du film. Moi, je sais que dans les images qui me revenaient, moi, je trouve que la fin est superbe, par exemple. La fin du film, elle est vraiment très, très belle, parce que c'est le moment où sa fille, ils sont revenus chez lui, et puis lui, il est encore en train de fumer du shit, et puis de vivre sa vie de bourgeois de gauche, quoi, en gros, quoi, de ruminer ou je sais pas quoi, et puis elle part en manif, quoi, il reste là à attendre et puis va faire ta vie, va faire de manifestante. Mais voilà. mais c'est assez je sais qu'en fait des réflexions ont été faites et moi effectivement en tant que bon mâle blanc ça ne me saute pas à la gueule, mais c'est clair et net que c'est assez hallucinant de voir qu'un film où il y a des personnages féminins aussi forts, il soit aussi vite éjecté du plan, quoi. C'est-à-dire que le personnage de Perfidia Beverly Hills, tu dis mais c'est incroyable à quel point le personnage il est en 10 minutes, tu dis c'est vraiment incroyable et directement le film l'éjecte. En plus il s'avère qu'en plus le film fait en sorte que ça soit une balance, donc ça discrédite un petit peu la nature un peu iconique, en tout cas pure de la figure ou du personnage, et après la fille est plutôt agit plutôt que agissante, quoi. Elle est kidnappée et point barre. Elle ne devient agissante qu'à la fin. Donc en fait, d'un point de vue de genre, le film il est nul et non avenu. Mais ceci dit, on pourrait dire que et je pense que ça serait probablement ce que dirait PTA aussi, hein, de dire oui, mais moi je me place du point de vue du mec, et le mec, clairement, les mecs dans le film sont pas mieux traités, quoi, que ce soit Sean Penn qui est une bite sur patte, et les personnages DiCaprio sont vraiment des personnages lamentables. Le seul personnage qui a sauvé, c'est celui de la fille de DiCaprio. Oui, qui est super, mais ceci dit, elle n'a pas, c'est pas elle le film, c'est quelqu'un qui est satellitaire et qui est quelqu'un qu'on regarde, mais qui n'est pas agissante, qui ne sera agissante qu'une fois le film fini, et c'est assez drôle de voir que quand même c'est quand même le portrait encore d'un mec qui est en perdition. Et c'est vrai que le personnage de Caprio, tu te dis si on se pose la question, est-ce que c'est un mec qui est lui vraiment mu par un sentiment de révolutionnaire et tout ça, tu dis pas vraiment. En gros, il est arrivé parce qu'il était fan d'explosifs, et puis après il fume du crack, il est réveillé par sa cellule, et aussi parce que sa cellule familiale est en danger, donc il agit. Mais au final, c'est pour ça que politiquement, tu dis non, si le discours politique à travers ce qu'il passe par son personnage principal, c'est nul, parce qu'en fait lui c'est pas du tout son moteur. Enfin, le moteur du film, c'est encore une fois la cellule familiale de la recomposer. Ce que tu retrouves dans les films de PTA, et moi je le rapprocherais énormément en fait des films de James Gray par exemple, c'est la crise en effet, comme tu le disais, de la cellule familiale et surtout de la figure paternelle. Ils font partie, PTA comme James Gray par exemple, d'une génération de cinéastes qui sont en perdition d'une référence ou d'une influence de cinéastes, de pères cinéastes en fait. Les seuls qui pourraient avoir, ça serait en effet, et Pitié l'a cherché pendant longtemps, tu as cité Altman, on pourrait citer Coppola, mais ils ont ça, et dans leur cinéma, moi en fait je retrouve énormément ça en fait, et dans leurs histoires, pour ça que j'en parle, je retrouve énormément ça en fait, c'est-à-dire que des types qui sont constamment à la recherche en fait d'une figure paternelle, d'une figure non pas autoritaire, mais en tout cas d'une vraie influence en fait, qui aujourd'hui ça court en tout cas dans tous ces films. Voilà, mais voilà, et James Gray a la même situation, c'est pour ça que je les rapproche énormément, même si en termes de style ils pourront l'un ou l'autre aller chercher du côté d'un Kubrick ou d'un Altman ou d'un Scorsese ou d'un Coppola, des figures quand même importantes. C'est-à-dire qu'on a affaire quand même à des figures stylistiques ou en tout cas théoriques très importantes, et en fait ils sont en manque, il y a un vrai manque, et encore une fois dans ce film je ressens ce manque en fait. Moi c'est quand je vois le film Une bataille après l'autre, je ressens ce conflit-là encore une fois. À
avec cette envie d'afficher un style particulier, et on va parler juste après de Bigelow. Mais Bigelow, j'ai le même problème avec elle. Et je pense qu'elle a le même souci. Il faut trouver un style, il faut trouver un mode opératoire presque de cinéaste pour pouvoir s'affirmer. On enchaîne avec Bigelow. Bigelow, par exemple, et on pourra revenir après sur PTA. Bigelow, par exemple, donc son dernier film sort sur Netflix. C'est pas la seule. Il y a aussi Del Toro qui sort son film sur Netflix en ce moment. On en parlera dans une prochaine émission, mais je pense qu'il a le même ou pas, hein. Mais il a le même problème. Mais il s'agit en fait d'afficher une personnalité de cinéaste. Ce qui est très, je pense, hein, pour un cinéaste, de plus en plus compliqué aujourd'hui. PTA comme James Gray affichent cette problématique clairement dans leur cinéma aujourd'hui. Ils se posent cette question de comment est-ce que je peux afficher un style, un genre, enfin moi m'affirmer en tant que cinéaste aujourd'hui. Comment est-ce que je peux affirmer un style en fait? C'est un truc tout con. Comment tu fais pour en tant que cinéaste affirmer un style? Ça va être en effet via une esthétique de la lumière, des couleurs, choses comme ça, ou peut-être justement par des mouvements de caméra. Bigelow, c'est clairement ce qu'elle fait. Bigelow, dans son dernier film, alors elle s'affirme via une construction, elle s'affirme pas via la construction justement, parce que sa construction, elle se repose sur quelque chose qui est assez lointain, c'est la construction de Kurosawa. On revient vers Kurosawa, vers comment il s'appelle ce film Rashomon. Vers Rashomon. C'est pas vraiment ça. Hein. Non, justement, c'est pas exactement ça. Du coup, elle reproduit, elle, un style qu'elle a depuis déjà 20 ans, avec une caméra tremblotante à la Paul Greengrass, et puis des zooms et des zooms qui sont insupportables. Enfin, moi, je n'en peux pas, peux plus. Déjà, je supportais pas ça dans Des Mineurs ou dans tous ses précédents films. Je ne supporte pas la caméra de Catherine Bigelow. C'est un style, mais c'est un style qui est forcé et qui moi, me paraît... en plus, mais daté. Hein. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment daté à fond. Daté. En fait, mais il s'agit d'affirmer un style. C'est-à-dire que comment aujourd'hui des cinéastes américains ou même des cinéastes contemporains, en fait, vont pouvoir affirmer un style. Moi, je pense pas que ça soit une difficulté. Moi, je pense que c'est leur seul échappatoire pour pouvoir exister. Parce que, en fait, Bigelow ou PTA ou Tarantino dans une moindre mesure, parce que lui, ou Nolan ou Villeneuve. Voilà. C'est pas que c'est... En fait, c'est des gens dont les films fait partie des gens dont les films sont vendus sur leur propre nom, chose que n'a jamais fait le cinéma américain. Au bout d'un moment, Coppola, son style, il apparaît dans Le Parrain. Le Parrain, il n'est pas vendu sur le nom de Coppola. Non, Coppola, il s'adapte au sujet qu'il a. Et pareil pour même au Scorsese, si on parle un petit peu de ça. Je penserais plus moi à Clint Eastwood, qui est un type classique, clair-obscur, et il a un style, on reconnaît un Eastwood. Mais maintenant, on le reconnaît maintenant, parce que maintenant, ce qu'on va dire, c'est que oui, Clint Eastwood va être un héritier des classiques, c'est-à-dire qu'il a un style relativement invisible, mais sauf que maintenant ce style invisible du classicisme hollywoodien, il est relativement visible parce que c'est un style qui n'est plus du tout employé, donc voilà. Mais je pense que maintenant le cinéma américain est ainsi fait que pour ces auteurs-là, il s'agit vraiment de s'affirmer en tant qu'auteur s'ils veulent exister un tant soit peu, parce que s'immiscer dans une machinerie hollywoodienne pour en infléchir, agir en contrebande, hein, tout simplement. Hein. Le truc, c'est plus possible. C'est un modèle qui n'existe plus. Maintenant, Netflix va chercher Catherine Bigelow, il lui fait un chèque, et puis Catherine Bigelow, c'est suffisamment assez connu pour ça. PTA, c'est une anomalie, malheureusement, qui peut-être se reproduira plus, que Warner lui file 120 millions pour faire un truc comme ça. Les Scorsese et compagnie, ils sont suffisamment installés pour que ça tienne vaille que vaille, mais avec des plateformes. Moi, je trouve que c'est pas...
c'est pas, enfin le truc, moi c'est l'impression que ça fait au moins quelques années où vraiment ce truc-là de mettre l'auteur en premier lieu dans le cinéma américain, c'est presque encore pire qu'en France, quoi. C'est que là on est vraiment dans un cinéma de super auteur, quoi, où il faut vraiment mettre sa patte d'auteur avant même de se plier à la nécessité du film qu'on veut mettre en scène, quoi. Donc pour moi après Bigelow, là moi je me dis plus que les mouvements si on devait synthétiser, donc Bigelow elle vient de faire un film, parce qu'on n'a pas dit, donc House of Dynamite, qui évoque, comme le faisait Dr Folamour ou Point Limite, de lui mettre une attaque nucléaire sur les États-Unis, et en fait elle reproduit 3 fois la même histoire, mais avec 3 points de vue différents, 3 personnages différents en tout cas. La même histoire, à savoir, il y a une attaque nucléaire, on ne sait pas d'où elle vient, on va tous crever. Comment est-ce qu'on réagit, grosso modo, qu'est-ce qu'on peut faire, et voilà, c'est ça, c'est 3 fois de suite la même histoire, avec le président, avec des gens qui travaillent sur je sais même pas quoi d'ailleurs. Ouais, je sais plus quelle les cellule. 2 autres, j'ai vraiment oublié les 3 cellules. De toute façon, le film, pour moi, je n'ai absolument pas vu l'intérêt de ce film. C'est vraiment le truc que j'ai regardé. Je me dis putain, mais c'est incroyable. Je vois pas, mais sur plein de côtés. Parce que quand tu cites Rashomon, tu vois, là, du coup, c'est pas opérant, parce que Rashomon, l'idée de Rashomon principale, c'est de dire c'est 3 histoires de 3 points de vue, et du coup, chaque point de vue apporte un éclairage nouveau. Là, c'est pas du tout le cas. C'est exactement la même histoire qui est racontée, mais de 3 points de vue différents. Mais il s'agit qui ne change pas trop. En fait, qui n'altère pas le point de vue. Enfin, je veux dire, il y a aucun moment il y a pareil, encore une fois, une dialectique qui se crée entre oui, c'est vrai que si on prend ce point de vue là, c'est même pas envisagé. Mais c'est nouveau à ce niveau-là, presque, en fait, parce que justement on produit 3 fois la même histoire, pour moi c'est pas nouveau, ça répète la même chose 3 fois de suite, hein. Moi quand je vois le truc là, je vois un truc très vieillot, mais vraiment vieillot, dans le sens où au final le seul truc, c'est qu'effectivement on raconte 3 fois la même histoire du même truc, mais ça revient à la même chose que de se dire il y a un épisode de série où dans un épisode de série on sait bien comment c'est construit. Si une série suit 3 personnages, et les 20 minutes d'une série elles suivent un personnage, après on passe 5 minutes à l'autre, puis après à l'autre, et c'est la même histoire, mais avec on dispatche le point de vue, mais dans des lignes narratives un peu parallèles, et ça n'éclaire en rien une sorte de complexité de l'histoire. C'est juste que ça la complexifie à mon sens souvent inutilement, parce que on rajoute du récit, du romanesque et tout ça. Là pour moi c'est ça, et je vois, et en termes de mise en scène c'est pareil, je me dis ah là là, c'est terrible, c'est vraiment vieillot, c'est un truc qui a été plus ou moins initié, on va dire, par Michael Mann, quelque part par révélation, qui lui-même s'inspirait effectivement d'un truc très années 70, de ces méthodes de tournage un peu unbaited, genre je suis au cœur de l'action. Par exemple, Peter Watkins qui vient de nous quitter, en fait, tout à fait, qui avec Punishment Park créé ces faux documentaires. Complètement, mais sauf que c'est pas, Peter Watkins, évidemment c'est important de le citer parce qu'il vient de nous quitter, mais c'est pas les mêmes trucs qui est visé. Moi je sais que par exemple Révélation de Michael Mann, moi je me rappelle, ça m'avait tellement, le film déjà j'avais trouvé ça fantastique quand je l'avais vu, puis après tu regardais toutes les séries qui arrivaient après, et notamment 24 heures chrono auquel on pense beaucoup quand on regarde House of Dynamite, oui clairement la mise en scène de Michael Mann était émulée dans 24 heures chrono, à tel point qu'il y avait même des morceaux de musique de Révélation qui étaient repris dans 24 heures chrono. C'était et ça a après un peu irrigué tout le cinéma américain. Évidemment, j'ai pas revu Des mineurs depuis longtemps, mais clairement, oui, c'était un peu dans la mouvance de Paul Greengrass aussi, qui faisait les Jason Bourne et puis les Vol 93 et tout ça, qui disait tiens, voilà, cette nature documentaire du cinéma, il faut la remettre au truc, parce que il y a le 11 septembre et qu'on se rend compte que la mise en scène documentaire, elle est encore plus forte que la mise en scène cadrée, on va dire, pensée. Mais je me dis putain, là on est en 2025, faut inventer un autre truc, quoi, c'est pas possible, quoi. Et surtout que quand on prend un plan, un truc avec 3 points de vue, où tu dis à l'heure où la post-vérité et tout ça, chacun qui est dans sa chapelle a pensé selon son propre point de vue, tu dis Rashomon pourrait avoir effectivement une actualité de reprendre Rashomon
aujourd'hui. Ça pourrait être intéressant de reprendre ce truc-là parce qu'on est un peu là-dedans, quoi, avec chacun qui pense suivant sa lorgnette. Là, pour moi, non. Donc moi, je ne sais pas à quoi ce film sert. Alors, moi, honnêtement, j'aurais pu penser justement que le film, dans sa construction scénaristique, avait un vrai intérêt, à savoir de répéter 3 fois la même histoire, sans justement ajouter d'éléments particuliers à la narration, et de répéter, mais qu'on passe justement d'un technicien au président américain et que en fait ça soit la même situation. Si j'aurais pu y trouver un intérêt, honnêtement, de me dire voilà que 40 ans, 50 ans après Point Limite ou Docteur Folamour, on en soit au même niveau et que quelqu'un répète la même chose, finalement j'aurais pu trouver l'intérêt. J'aurais pu me dire, bah voilà, il y a quelqu'un qui nous rappelle, en effet, et Catherine Bigelow nous rappelle qu'on a toujours affaire au même problème et qu'il n'y a toujours aucune solution et que la seule finalité, en fait, c'est justement la destruction totale, en fait, et qu'il n'y a aucun échappatoire à cette situation, en fait. J'aurais pu accepter ça, j'aurais pu, si elle m'avait fait un film comme était capable de le faire Sidney Lumet, comme est capable de le faire encore Michael Mann aujourd'hui, j'aurais pu accepter ça. Le fait qu'elle reproduise en fait cette esthétique, moi, c'est ça qui me fout en l'air. Tu viens de le dire, cette esthétique qui ne sert à rien. Moi, c'est son esthétique à Catherine Bigelow et qui me gâchait déjà ses précédents films. Je suis convaincu que j'aurais pu adorer Détroit. Par exemple, et même Des Mineurs. Des Mineurs, c'est un film qui m'avait... C'était quoi? C'était il y a 15 ans, Des Mineurs. Ouais, Des Mineurs, ça m'avait foutu en l'air. J'avais détesté ce truc parce que, justement... mais comme Del Toro a pu le faire, comme d'autres cinéastes ont pu le faire, et James Cameron continue aussi de s'extasier, d'utiliser en tout cas cet effet du zoom, de cette caméra tremblotante. Moi, sur Avatar, il y a des moments qui me foutent en l'air. Putain, comment tu peux encore continuer à exploiter en fait cet effet parce qu'après, pour le redire, c'est très étrange ce truc-là. C'est un truc qui ne... C'est marrant parce que moi, cet été est ressorti French Connection. Évidemment, c'est un film que je connais bien, mais à le revoir, c'est vrai que j'avais presque peur, même si ça faisait sûrement pas très longtemps que je l'avais vu, au moins pas au minimum 10 ans, mais French Connection est une date pour ça, parce que c'est vraiment dans le cinéma américain ce moment où d'un coup le polar va être complètement régénéré par une mise en scène soi-disant documentaire. Caméra à l'épaule, pas d'éclairage, annexe, et donc je me dis putain, ça se trouve je vais y retrouver déjà tous les gimmicks qui font documentaire. Et en fait, quand tu revois French Connection, tu dis c'est hallucinant, c'est hyper cadré, tous les cadrages sont pensés, sont signifiants, sont signifiants, en tout cas il y a une vraie volonté de raconter quelque chose par les cadres. C'est pas uniquement se plier, la caméra n'est pas uniquement pliée avec l'idée il faut absolument que je capte l'action, tout ça, et c'est vrai que ces films-là, tu te dis mais ils émulent une sorte ils émulent le reportage unbailed, ou quoi, genre reporter de guerre dans un truc. Tu dis mais parce qu'il n'y a pas trop le choix aussi, en fait. C'est pour de vrai, en fait. C'est-à-dire que sa caméra est vraiment faite en mode on pose la caméra dans la rue parce qu'on n'a pas le droit de filmer. Oui, mais sauf qu'en fait même dans French Connection il n'y a pas ça. Enfin, je veux dire, le mec il se dit de toute façon, en voyant le film, je me suis dit mais non, mais il sait très bien que non, tu vas pas. Il sait très bien que son film il est cadré, que les personnages, même s'il y a de l'impro et tout ça, il sait très bien où ils sont, et qu'il y a une urgence dans le film qui est intacte, que tu peux regarder le film il est imparable, quoi. Mais là, dans ces films-là, c'est complètement artificiel. Ça ne se repose que sur l'idée que, dans l'œil des gens, dans le regard des gens, le pari qu'ils font, c'est de se dire, le spectateur, à partir du moment où je bouge ma caméra, il va croire que tout ce qui se passe dans le plan est vrai.
c'est vraiment l'idée la plus con du monde. Et ça pourrait éventuellement marcher, j'ai envie de dire. Ça marche pour Michael Mann, tu vois, quand il le fait, Michael Mann, sur Révélation, ça fonctionne super bien. Dans Révélation, c'est même pas aussi ça. Après, ça fait quelques années que je l'ai pas vu, mais je sais que dans Révélation, si on dit que Michael Mann, c'est un très grand styliste, c'est aussi que voilà, chaque plan, cette façon éthérée de filmer, elle n'est pas là uniquement pour émuler la façon de filmer d'un documentariste qui serait immergé dans une situation. Non, cette caméra-là, elle est signifiante. En tout cas, elle essaye d'apporter un point de vue sur un truc. Elle n'est pas là, mais ce truc-là est altéré. Pour créer l'action, la caméra ne bouge pas pour créer l'action. Oui. Elle l'accompagne au mieux. Dans Hit, par exemple, dans la séquence de fusillade, elle l'accompagne. Dans Révélation, typiquement, la caméra, quand elle bouge, c'est pas sur des séquences d'action. D'ailleurs, il n'y a pas de séquence d'action. Une grosse, quoi. Ouais. Voilà. Et j'en profite pour faire, du coup, notre... transition, ce qui n'empêche pas de continuer de parler de tout ça justement, avec un documentaire qui vient de sortir sur Apple sur Martin Scorsese. Il y a 5 épisodes, si j'ai pas de conneries, je sais plus, 5 épisodes de 52 minutes. Donc une série documentaire sur la carrière de Martin Scorsese. Moi, ça m'intéresse. Justement, ça correspond pour moi à tout ce qu'on vient de raconter, un petit peu. Martin Scorsese, on en avait dit suffisamment de mal en fait pendant longtemps, et je continue de penser qu'il y a un paquet de films qu'il a fait dans les années 2000 qui moi me paraissent complètement aberrants, mais il y a une série qui vient sortir sur Apple et qui m'a vachement réconcilié avec le bonhomme, qui m'a donné envie de revoir même les films de Scorsese, et donc je la conseille un peu à tout le monde. Donc la série s'appelle Mr. Scorsese, qui va suivre et qui prend le temps de suivre l'évolution de sa carrière depuis vraiment ses débuts. Le premier épisode, c'est vraiment son enfance. Le premier épisode se termine vraiment quand il termine, quand il va commencer en fait ses études de cinéma. Et ensuite, on va vraiment suivre l'évolution de sa carrière et son rapport au cinéma. Tout en ayant affaire à un bonhomme extrêmement honnête sur sa vie, sur sa conception du cinéma, sur son rapport avec l'économie du cinéma. On avait pu nous reprocher à Scorsese énormément de choses. Là, on revient par exemple dans le documentaire sur comment à la fin des années 70 et à la fin du Nouvel Hollywood, comment lui va pouvoir rebondir et continuer à faire ses films, les Raging Bull par exemple, dans les années 80, début 80, les Affranchis et tout un tas de choses qui en effet ne correspondent pas en fait à ce qui est attendu des producteurs ou des maisons de production, des gros studios, et qui malgré tout lui va réussir en fait à proposer des choses qui marqueront en plus le cinéma, qui reste aujourd'hui importante, même si on n'a que quelques objets. Moi je sais que on a dit tellement de mal du bonhomme, et je reste campé sur mes positions sur le fait que il a fait quand même un paquet de saloperies dans les années 80, 90 et 2000, surtout 2000 d'ailleurs, mais malgré tout en fait il y a des films comme Casino par exemple qui reviennent, et tu dis putain, Casino en fait c'est un objet merveilleux qui représente et qui raconte beaucoup de belles choses, et c'est dans ces derniers films il y a des choses qui resteront, même si moi en ce qui me concerne son dernier avec Pacino et De Niro, Irishman, bon, je l'ai vu qu'une seule fois, faudrait peut-être que je le revoie, mais je pense qu'il est passé à côté de son sujet en fait, mais il y a comme d'autres films qu'il a pu faire, mais le documentaire lui par contre donne vraiment un portrait impressionnant, je trouve, d'une histoire énorme du cinéma, d'un homme qui a été capable justement de dépasser le Nouvel Hollywood, les années 80, les années 90 et les années 2000, et en fait c'est un portrait assez exceptionnel. Il y a peut-être que Clint Eastwood en fait qui a été capable de dépasser en fait
toutes ces décennies en fait, et d'avoir été capable de revenir et de continuer à faire des films, mais ils sont, je pense, ils sont 2-3 maximum en fait à avoir été capable de faire ça. Et le portrait sous forme de série, donc il y a ce format sériel qui est extrêmement efficace, on dirait du Netflix, qui permet de vraiment profiter vraiment de tout ça. Ouais, moi j'ai adoré ça. Mais ça n'enlève rien, pareil, hein, aux réserves que j'ai sur le cinéma Scorsese. On en a déjà parlé. Et voilà, je suis toujours un peu dubitatif sur beaucoup de ces films, mais moi, ça fait partie un peu des mecs comme PTA, moi, Scorsese, où ouais, je vais jamais rater aucun de leurs films, parce que de toute façon, il y a du biscuit à chaque fois. C'est clair et net, et il y a du génie, et ça je pourrais évidemment jamais lui enlever ça. Moi, je lui reproche juste de s'abandonner, peut-être comme PTA d'ailleurs, à son propre génie de temps en temps. Et souvent s'abandonner à son propre génie, c'est exactement ça, en fait. Pour moi, il y a un peu ça chez Scorsese, hein, parce que même Casino, moi, la dernière fois, je l'ai revu en salle, en plus, je me disais, putain, c'est un film que j'ai vu plein de fois, et à chaque fois, je me demande pourquoi je m'en rappelle jamais. Mais oui, je me dis, oui, je m'en rappelle jamais, parce que c'est pas un film qui fabrique des images, il fabrique de l'oubli, ça va trop vite, voilà. Mais voilà, je trouve que on l'a déjà évoqué, sûrement trop vite d'ailleurs, mais par contre, voilà, c'est le bonhomme, moi, a toute ma sympathie de toute façon, de base, parce que c'est un cinéphile hors pair. Je dirais jamais que voilà, son meilleur film, c'est Voyage à travers le cinéma américain. Ça serait vraiment de la mauvaise foi de le dire. Mais c'est vraiment... L'homme a fait Taxi Driver et il sera reconnu pour l'éternité pour ça. Oui, déjà, il a fait Taxi Driver, et puis il a fait évidemment pas que ça, et d'autres films que je trouve vraiment très intéressants. Même le dernier, voilà, je trouve que c'est hyper intéressant. Enfin, il y a des trucs qui me plaisent à fond là-dedans. Et moi, effectivement, comme les années 2000, c'est un peu comme toi, moi, Les Infiltrés, Shutter Island, Loup de Wall Street, et tout ça, c'est des films où je me dis, oh, la vache, c'est que des films qui ont connu un grand succès. Moi, je vois les films, on les avait chroniqués à l'époque, et je me dis, ah, putain, c'est le pire du pire, parce qu'en fait ça raconte rien, ça se vautre dans sa propre virtuosité et tout ça, mais avec le recul, rien, je serais plus... non mais ça raconte des trucs, mais avec le recul je me dis, bah de toute façon c'était le haut du panier de cette époque là, qui était déjà pas terrible, donc c'est le haut du panier, et il faudrait que je revoie le Loup de Wall Street d'ailleurs. Mais en tout cas, pour ne parler que de cette série, effectivement elle a tout ce qu'il y a de plus classique et tout ça, mais n'empêche que la parole recueillie de Scorsese est vraiment sincère. On sait qu'il y a 5 vies dans le truc de Scorsese, vraiment. C'est vrai que c'est vraiment après de la critique standard de fabrique de documentaires standards, mais tu dis au moins les intervenants sont relativement bien choisis, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas Bono qui arrive là-dedans, on n'a pas comme dans le truc sur Morricone dernièrement, où d'un coup t'as Bono ou James Hetfield et tout ça qui disent un truc, on s'en fout. On sait que Scorsese, c'est important. Sur John Williams, où t'as le mec de Coldplay. Donc là, tu vois, c'est bien. Et puis, moi, j'ai passé j'ai eu du mal à aller me coucher quand j'ai commencé à la série, parce que c'est fascinant. Et les images d'archives sont complètement folles. Il y a une certaine rigueur, il y a une honnêteté totale dans les films. Il y a le temps, surtout, ça fait plaisir en fait de dire, en effet, c'est une série et c'est monté comme une série avec des rappels à l'épisode précédent, mais ça permet de prendre le temps en fait d'aborder. Moi, j'adorerais en fait avoir des séries comme ça sur des cinéastes, sur d'autres cinéastes justement en fait, quoi. Là, le fait est qu'il est encore vivant. Il y en a d'autres des cinéastes qui sont encore vivants. Imagine la même série sur Eastwood ou sur d'autres genres, avec le même genre des intervenants justement. Noah Baumbach avait fait un truc sur De Palma, qui était très bien, mais qui était bien. Mais après, là, t'as 5 heures, t'as 5 épisodes sur lui. C'est super. Moi, je suis ravi et je valide complètement ce genre de format. Sans être fan de Scorsese, c'est un plaisir en fait
d'avoir le temps justement d'accorder du temps. Alors, en effet, on a un épisode entier sur son enfance, très bien. Ça permet d'inscrire en fait le cinéaste dans une certaine condition et comment est-ce qu'il découvre le cinéma. Moi, ça m'intéresse vraiment. Et puis ensuite, vraiment sa construction de ses films. Et puis là, on parcourt du coup différentes décennies. C'est précieux presque comme documentaire, sans être fan du cinéaste. Moi, je trouve ça précieux et je valide complètement. Et j'aimerais bien qu'il y en ait plusieurs sur d'autres cinéastes de la même manière, en fait. Ouais, non, c'est hyper intéressant. Je sais pas à qui ça s'adresse vraiment. Oui, je pense c'est ce que je me demandais. Vu, hein, mais bon, moi, c'est vrai que quand tu vois le truc, quand tu connais, c'est vrai que quand on te fait citer Katzenberg, Malkovich et tout ça, c'est des trucs qui vont parler à des gens qui connaissent un peu le cinéma américain ou du point de vue de l'industrie et tout ça, mais où tu dis bah oui, mais c'est génial, c'est génial de voir l'évolution d'un cinéaste comme ça. Avant, à un moment, son interlocuteur c'est Corman et Cassavetes, après c'est Malkovich et Katzenberg, après c'est Weinstein, après c'est voilà, et tu dis ah putain, c'est fou, et ça va. Oui, la parole est précieuse, ouais. Et il est temps de nous quitter. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Antonin d'avoir participé à cette émission, en plus en direct des bureaux de la direction de l'Arvor. Là, on est vraiment monté d'un cran. On est au cœur du mal. On est au cœur du mal, exactement. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Canal B en podcast, bien évidemment. Et puis, retrouver le lien sur tous les sites que le docteur utilise depuis son bureau de la direction de l'Arvor. Franchement, on est... Attends, moi, je travaille pas pour l'émission cinéma. Je suis payé pour bosser pour l'Arvor. Et oui, évidemment, j'utilise mon temps de travail pour l'Arvor, pas pour le cinéma. Et c'est merveilleux et tout le monde est ravi. Merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Ciao. Des bisous. On your feet. Let me help. I like her. Yeah? I like her too. I know. You, James Taylor. Yeah. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made were end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find. You sure this is a Phillips kid? They didn't switch you with the hospital or anything, did they? I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. Just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Oh, I see fire and I see rain. Seen sunny days that I thought would never end. Seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again.